Bonjour mesdames et messieurs, il est 13 h partout en Côte d'Ivoire, bienvenue dans cette édition. Le pape et patriarche d'Alexandrie et de toute l'Afrique de l'Église orthodoxe, sa béatitude Théodore II est en Côte d'Ivoire dans le cadre d'une visite officielle, visite au cours de laquelle il procédera à la pose de la première pierre d'un institut d'enseignement confessionnel à Agboville. Il a été reçu hier par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Pendant ce temps, Amadou Gon Coulibaly poursuit sa mission à Oslo, en Norvège. Sur place, le Premier ministre a participé à la conférence pour le refinancement du mécanisme de financement mondial, puis il a été reçu en audience par son Excellence Erna Solberg, Premier ministre norvégien. En vote ce mercredi à Madagascar pour le premier tour de l'élection présidentielle. 36 candidats sont en liste, dont 4 ex-présidents, 3 anciens ministres, des premiers ministres, des pasteurs et un chanteur. Mais la bataille se joue réellement entre Marc Ravalomanan, Andry Rajoelina et Eri Rajaonarimampianina. Je vous le disais à l'instant, le chef de l'Église orthodoxe Théodore II est à Abidjan depuis lundi pour une visite officielle. Hier mardi, sa béatitude pape et patriarche d'Alexandrie et de toute l'Afrique a été reçue par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Durant son séjour, entre autres activités, Théodore II procédera à la consécration de la paroisse de son Église ici à Abidjan et la pose de la première pierre d'un institut d'enseignement confessionnel à Agboville. Les détails avec Abou Sanogo. Sa béatitude, le pape et patriarche d'Alexandrie et de toute l'Afrique de l'Église orthodoxe Théodore II, en visite officielle en Côte d'Ivoire, reçu par le vice-président de la République Daniel Kablan-Duncan. Le chef de l'Église orthodoxe a salué les efforts de paix et de réconciliation du président de la République Alassane Ouattara, puis a formulé des bénédictions pour la Côte d'Ivoire. C'est une grande bénédiction que notre Église orthodoxe est venue ici et qu'elle soit aussi parmi les églises de la Côte d'Ivoire, qui est un pays qui reçoit toutes les églises, et afin qu'elles vivent en parfaite harmonie. J'ai vécu comme étant africain et je suis venu aujourd'hui ici en Côte d'Ivoire en tant que patriarche. Et je supplie le bon Dieu pour qu'il puisse nous accorder la force de pouvoir réaliser pour les enfants de la Côte d'Ivoire les œuvres dont nous avons dans notre agenda. Dans toutes les conférences internationales dans le monde, je parle toujours de l'Afrique qui est le continent du futur. Accompagné du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, et des membres de sa communauté, sa béatitude Théodore II va procéder ce mardi soir dans la commune de Cocody à la consécration de la paroisse de son église, suivie d'une grande prière pour la paix. Et il sera ce mercredi à Agboville pour la pose de la première pierre d'un institut d'enseignement confessionnel. Les directeurs des opérations de la Banque mondiale en Afrique sont tous en ce moment en Côte d'Ivoire. Ils se sont retrouvés hier sur les bords de la lagune Ébrié pour réfléchir sur la vision du développement de l'Afrique. Une rencontre en présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan et de notre reporter Jérôme Kofi Abola. Un lieu, l'hôtel Sofitel Ivoire d'Abidjan. Une rencontre, celle entre les directeurs des opérations du groupe de la Banque mondiale en Afrique. Un thème à l'occasion de cette rencontre, la vision du développement de l'Afrique. Présent en tant que représentant du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, à cette réunion, le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan se dit optimiste quant à l'avenir de l'Afrique, tout en se félicitant de la qualité des rapports entre la Côte d'Ivoire et la Banque mondiale. Notre pays est très honoré d'avoir été choisi pour abriter ce rassemblement, qui constitue pour nous une preuve supplémentaire de l'excellente qualité de nos relations avec le groupe de la Banque mondiale. Nos relations sont anciennes et de qualité. Elles datent en effet du 11 mars 1963. Depuis cette date, les volumes et interventions du groupe ont fortement augmenté pour atteindre aujourd'hui un peu plus de 2 milliards de dollars US avec une diversification des secteurs d'intervention. Notre vision de l'Afrique est une vision optimiste du futur de notre continent. L'Afrique que nous voulons, celle que ses dirigeants
œuvre à bâtir, selon la vision de l'Union africaine pour 2063, est une Afrique intégrée, prospère et en paix. Et le vice-président Daniel Kablan-Duncan de préciser qu'au regard des objectifs fixés par les dirigeants africains qui partagent cet optimisme, il faut, et je cite, une Afrique dont le développement s'appuie sur le potentiel de ses populations, notamment les femmes et les jeunes, soucieux du bien-être des enfants. Une Afrique, ce continent qui doit agir en tant qu'acteur et partenaire fort. Une Afrique unie et influente sur la scène internationale. Amadou Gon Coulibaly, lui, est en mission à Oslo, en Norvège. Il y est pour participer à la conférence pour le refinancement du mécanisme de financement mondial. Une rencontre de haut niveau pour tenter de mobiliser des ressources domestiques en faveur de la santé, pour améliorer donc la nutrition des femmes, des enfants et des adolescents des pays les plus pauvres du monde. Plusieurs pays ont décidé de se cotiser pour réussir le pari et au terme de la conférence, les intentions de financement sont estimées à 570 milliards de francs CFA. Le reportage sur place de notre reporter Herman Guivet. Hôtel de ville d'Oslo, des promesses d'engagement pour le refinancement du mécanisme de financement mondial en faveur de la santé se font entendre. Je réaffirme ici, au nom de mes pairs, notre engagement à maintenir à un bon niveau les ressources budgétaires domestiques indispensables pour l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant. Nous engageons à hauteur de 360 millions de dollars des États-Unis. Notre engagement est de 200 millions. S'il nous est possible de parvenir à recueillir 1 milliard de dollars aujourd'hui, je m'engage au nom de mon président et de tout le personnel de la Banque mondiale qu'à notre tour, nous apporterons 7,5 milliards de dollars. Puis l'engagement de la Côte d'Ivoire à financer davantage le secteur de la santé par la voix du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Je voudrais réaffirmer l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire à assurer un accroissement des ressources internes d'au moins 15% annuellement, et ceci en continu, en faveur de la santé dans le cadre de l'accélération de son programme social. Mesdames et messieurs, je voudrais terminer mon propos sur l'espoir que nous ferons converger, et ceci notamment avec la mobilisation des donateurs et les efforts de nos différents gouvernements, que nous ferons progresser et relever le défi de donner dans le monde entier à chaque femme, à chaque enfant et à chaque adolescent les mêmes chances de survie à la naissance et une bonne santé tout au long de leur vie. Et pour cela, au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire s'engage elle aussi à contribuer au GFF avec un montant de 1,5 million de dollars. Merci. Plus d'1 milliard d'intentions d'investissement collectées par les pays participants à cette conférence. La moisson est abondante, les engagements affirmés seront confirmés. Mobiliser des ressources domestiques pour le financement des politiques de santé, un défi que la Côte d'Ivoire s'applique à relever depuis plusieurs années et ses efforts seront renforcés. À travers leur collaboration avec le GFF, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et d'autres pays ont démontré qu'il était possible pour tous les pays d'améliorer leur avenir en investissant dans les populations les plus vulnérables par l'accroissement des investissements de santé. Plus de 570 milliards de francs CFA, bailleurs de fonds, Banque mondiale, Fondation Melinda et Bill Gates et autres pays viennent ainsi de répondre aux besoins urgents des pays de transformer le financement de la santé pour l'atteinte des objectifs de développement durable qui visent à mettre fin aux décès évitables de mères et d'enfants ainsi qu'à améliorer la santé, la nutrition des femmes et des adolescents. On retourne sur place à Oslo. En marge de la conférence pour le refinancement du mécanisme de financement mondial, Amadou Gon Coulibaly a été reçu en audience par son Excellence Erna Solberg, Première ministre de la Norvège. L'entretien a porté cette fois sur la coopération entre la Norvège et la Côte d'Ivoire. On retrouve donc Herman Guivet. La conférence pour le refinancement du mécanisme de financement mondial achevée. 2 étages plus haut, le chef du gouvernement ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, reçu en audience par la première ministre de Norvège, son Excellence Erna Solberg.
Le Premier ministre venu traduire à Madame la Première ministre de Norvège toute la gratitude du président de la République Alassane Ouattara pour l'invitation faite à la Côte d'Ivoire et au Burkina Faso pour y prendre part. Nous avons échangé sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Norvège. Nous avons identifié des points de coopération, notamment dans le secteur pétrolier. Nous avons sollicité l'appui de la Norvège pour un centre de formation dans le secteur du pétrole. Nous leur avons également indiqué que notre pays se portait bien, que la Norvège nous avait soutenus en 2010-2011 en Côte d'Ivoire pour un retour à la paix. Nous avons remercié. Nous avons remercié pour le soutien qu'ils nous ont apporté pour l'élection de la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous avons décidé de travailler ensemble au titre de la coopération internationale. La coopération entre la Côte d'Ivoire et la Norvège se porte très bien. Sur le plan diplomatique, 1734 visas d'entrée en Côte d'Ivoire ont été délivrés, la majorité des demandeurs étant des hommes d'affaires. Les importations de la Norvège en provenance de la Côte d'Ivoire s'élèvent à plus de 3 milliards, quand les exportations de la Norvège vers la Côte d'Ivoire sont estimées à plus de 6 milliards de francs CFA. Et vous allez le voir en image, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a également été reçu par Kristalina Georgieva, la présidente directrice générale de la Banque mondiale. Au centre de leurs échanges, bien sûr, la coopération financière entre la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons au cours de nos éditions. Voilà pour la mission du chef du gouvernement à Oslo, en Norvège. On revient chez nous. L'amélioration de l'offre de logements sociaux et économiques, c'est l'une des actions stratégiques qui ont été retenues par le séminaire du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Un séminaire qui vient de se tenir à Yamoussoukro. Pour la mise en œuvre de cette résolution, le ministre Bruno Nabagné-Koné a visité les sites des logements sociaux de Yamoussoukro. Question de s'imprégner des réalités. Le ministre a aussi annoncé de nouvelles dispositions pour redynamiser ce programme présidentiel. Léon Brou, RTI Boaké. Site des logements sociaux et économiques de Yamoussoukro, route de Didiévi. Plus de 7 hectares entièrement viabilisés pour accueillir 545 maisons de 2 à 5 pièces avec équipement communautaire. Les premières maisons sont livrables pour mars 2019 pour les villas basses, les 175 premières, et puis on atteint les 209 pour la fin d'année 2019. Avancée exemplaire, juge le ministre de la Construction, mais pour ce seul opérateur immobilier agréé sur les 5 de Yamoussoukro. Bruno Koné de confier que l'État a déjà honoré la purge des droits coutumiers et fonciers, la réalisation des VRD primaires, dit l'urgence à redynamiser le programme présidentiel d'offre de logement. Concrètement, les mesures vont de la sortie au regroupement des entreprises à faibles capitaux. Certains sont déjà sortis du programme, d'autres ont été mis ensemble pour regrouper leurs forces à partir du moment où elles peuvent nous permettre de réaliser l'objectif qui est prévu, qui est de 150 000 logements en 2020. Nous entrevoyons une dizaine d'opérateurs internationaux capables de faire chacun 10 000, 20 000 maisons par an. Aussi un réexamen les critères d'accès aux logements sociaux et économiques. Nous avons des réflexions qui sont conduites au niveau du cabinet pour que les coûts soient encore plus bas. Et surtout pour que le logement social tel qu'il est défini s'adapte à la cible qui a besoin de ces logements sociaux. Cette cible, c'est vraiment les Ivoiriens qui ont le moins de moyens. Dans le même élan de célérité des travaux, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a visité les futurs locaux du Sénat à Yamoussoukro. C'est officiel, les travaux pour la réalisation de l'autoroute Thiébissou-Boaké débutent le 28 décembre prochain. 28 décembre 2018, c'est donc la date à retenir. Après 36 mois de travaux, la nouvelle autoroute longue de 95 km sera ouverte pour le bonheur des usagers. Le financement est l'affaire de la coopération chinoise qui va débourser plus de 165 milliards de francs CFA. Le 29 novembre, c'est la date prévue pour le lancement officiel de cet immense chantier qui va mobiliser environ 1200 ouvriers ivoiriens et chinois. Ce sera à Boaké, dans le Béquet, en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. On en sait plus avec Soro Corona. L'autoroute Thiébissou-Boaké est de 95 km. D'un coût de plus de 165 milliards de francs CFA, les travaux démarrent le 28 décembre 2018. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly lancera officiellement les travaux de ce tronçon le 29 novembre prochain à Boaké.
L'annonce a été faite aux autorités administratives et politiques de la région de Gbeke. Lors du récent voyage du chef de l'État en Chine, il a signé beaucoup de conventions avec le président chinois. Parmi ces conventions, il y a celle qui finance le projet Thiébissou-Boaké. Les communes de Thiébissou, Guébounois et Boaké, traversées par l'autoroute, seront impactées positivement. Ces localités bénéficieront de quelques kilomètres de bitume. Une route secondaire sera également construite. L'autoroute va être déviée depuis juste avant Djibounois pour passer du côté d'Anyonsou, sortir à Bamoro. Mais la route secondaire elle-même, elle va être faite en voie express, à une route de deux fois deux voies, un boulevard jusqu'à Boaké. Élus locaux et populations saluent ce projet qui va impulser à la région du Gbeke un autre point de son développement. Tout acte de développement est bon à prendre. Et nous sommes heureux. On ne peut pas avoir meilleur acte de développement que la construction d'une route, de surcroît une autoroute. On va avoir du boulot. Et la transaction entre Boaké et les autres villes, ça sera plus fluide. Ça va donner un autre visage à Boaké, à la région de Gbeke, un autre souffle de développement. La réalisation de l'autoroute Thiébissou-Boaké va mobiliser 1200 ouvriers ivoiriens et chinois. Les travaux dureront 36 mois. L'infrastructure sera livrée dans le premier trimestre de l'année 2022. Venons-en maintenant à l'état des lieux du secteur stratégique du médicament en Côte d'Ivoire. L'industrie pharmaceutique dans notre pays peine à prendre son envol, et c'est le moins qu'on puisse dire. L'industrie locale est presque inexistante, pas du tout compétitive. Chaque année, nous importons environ 96% du besoin national en médicaments. Seulement 5 unités industrielles se partagent le marché. Il faut également compter avec l'existence du phénomène des médicaments de la rue, une économie parallèle qui met du plomb dans l'aile de cette industrie. Alors question, une industrialisation attractive et massive du secteur est-elle possible aujourd'hui face à tous ces défis? Élément de réponse dans ce grand reportage signé Cheikh Koné Aboubakar. Marché Roxy Djamé. Nous sommes en octobre 2017. La destruction des différents points de vente de médicaments de rue annonçait un nouveau départ pour l'industrie pharmaceutique ivoirienne. Un an après, ce marché illégal de médicaments de rue s'est reconstitué, entraînant du coup la désolation et un choc financier pour l'industrie pharmaceutique. Urgence signalée donc. Tous les acteurs du secteur, membres de l'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire, industriels, grossistes et répartiteurs et officines de pharmacie se réunissent ce matin. Un seul point à l'ordre du jour, analyser et mesurer l'ampleur du retour de Roxy. De façon très responsable, nous devons essayer de faire face à ce phénomène de médicaments de la rue, qui part parce que ça rapporte, pas pour le côté financier et tout ça, mais pour la protection des populations. On a prêté serment pour ça. Et donc, il faut qu'on fasse des efforts pour pouvoir protéger nos populations. C'est une véritable obsession pour l'industrie pharmaceutique. Le phénomène des médicaments de rue représente 30% des ventes de médicaments sur le territoire national. Un manque à gagner qui plombe les chiffres du secteur. Environ 50 milliards de francs CFA de pertes chaque année, dont 5 milliards de francs CFA pour l'État. Les médicaments de rue font partie ainsi des obstacles majeurs au développement d'une industrie locale du médicament en Côte d'Ivoire. L'activité pharmaceutique, c'est le fabricant, le grossiste répartiteur, l'officine de pharmacie et la population. Ça respecte une règle qui est universelle, c'est une règle qui est incontournable. Chaque fois qu'on veut contourner la règle, on s'expose à un certain nombre de dangers parce qu'on n'a plus affaire à des médicaments, on a affaire à du poison. Il est temps que nous passions à la phase répressive. Il est temps que nous passions à la phase répressive. Et phase répressive, non pas seulement pour les tiers, même également pour nous-mêmes pharmaciens, parce qu'il nous revient de sorte que des pharmaciens sont impliqués effectivement dans ce phénomène. Et je pense même que la sanction doit être encore plus grave pour le pharmacien lui-même qui connaît le médicament, qui sait les dangers donc des médicaments lorsqu'ils sortent de leur contexte. Depuis 1988, date de création de la première usine de fabrication de médicaments, l'industrie pharmaceutique locale n'a pas connu de réelle évolution. 5 unités industrielles sur 8 existantes en 30 ans sont opérationnelles. Cipharm, Oléa, Lic Pharma, Pharma Ivoire Nouvelle et Laboratoire pharmaceutique de Côte d'Ivoire.
On veut voir ce nombre-là véritablement augmenter, ça aura un impact positif, notamment sur le coût, sur la qualité et sur la disponibilité. Le problème, c'est que est-ce que ces industries-là arrivent à fonctionner comme il se doit? Est-ce qu'ils arrivent à couvrir nos besoins? Pourquoi jusqu'à présent, on importe pratiquement tous nos problèmes? C'est ça la question qu'il faut se poser. La course à l'importation massive, elle retarde l'attractivité de l'industrie locale. Chaque année, c'est environ 96% de la demande nationale qui est importée, tandis qu'au Nigeria et au Ghana, la production couvre respectivement 37 et 30% des besoins locaux en médicaments. Là où la Côte d'Ivoire ne couvre que 4% de ses besoins. Pourtant, le marché du médicament en Côte d'Ivoire est énorme, même si l'industrie pharmaceutique locale recherche encore ses marques. Elle produit près de 250 millions de boîtes de médicaments chaque année pour un peu plus de 300 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires. Plus de 6500 emplois en jeu et seulement qu'à Abidjan, les remboursements de médicaments appelés également le tiers payant ont dépassé la barre des 90 milliards de francs CFA en 2017. Des chiffres a priori importants, mais en deçà du réel potentiel de l'industrie locale ivoirienne. Après l'aéronautique, c'est l'industrie qui rapporte le plus dans le monde. Donc il est extrêmement important que pour tout pays, qu'on décide, qu'on mette en place des politiques pour rendre l'industrie pharmaceutique comme un secteur stratégique. Les conditions réglementaires, fiscales et douanières représentent un fardeau selon les industriels locaux. Ils déplorent un régime d'exonération complète des droits de douane et la TVA accordée aux médicaments importés, tandis qu'aucune mesure d'exception pour la production locale. Conséquence, les unités industrielles locales fonctionnent à 20% de leur capacité réelle. Elles sollicitent des mesures protectionnistes pour leur survie. Nous avons demandé la fameuse blacklist qui est connue dans toute la CEDEAO. La blacklist, qu'est-ce que c'est? C'est tous les médicaments produits en Côte d'Ivoire devraient être interdits d'importation. Ça, c'est vraiment le premier point qui permettrait aux industries locales d'être boostées. Nos gouvernants doivent faire des efforts pour protéger l'industrie locale, appliquer un peu le protectionnisme, c'est-à-dire faire un peu de la préférence nationale. Il faut donner les lois de préférence nationale. La Côte d'Ivoire est en train de mettre la couverture maladie universelle. Où est-ce qu'on va enlever tous ces médicaments? Si on n'a pas un tissu industriel, on ne va pas encore importer. Vous voyez? Donc c'est pour cela, l'un dans l'autre, le gouvernement a demandé, proposez-nous très vite, à travers le Premier ministre le disait, une politique nationale d'industrialisation pharmaceutique attractive. Parce que si elle ne l'est pas, les investisseurs vont aller ailleurs. Autre maillon de cette industrie, la distribution, animée par les grossistes répartiteurs. La Côte d'Ivoire en compte 4. Leur rôle, acheter, stocker et distribuer des produits pharmaceutiques auprès des officines de pharmacie. Dans l'approvisionnement du marché, les grossistes répartiteurs, acteurs incontournables du secteur, font aussi face à des difficultés majeures. Ils se défendent d'être à la base de la cherté des médicaments en officine de pharmacie. Nous avons le prix d'achat qui est fixé par l'État, le prix de vente au public qui est fixé par l'État, le prix, la marge du pharmacien d'officine qui est fixé par l'État, et le reste, c'est à nous de trouver, je dirais, des moyens d'optimiser nos commandes pour pouvoir justement trouver une marge. En général, elle aussi autour de 10-12%. Chaque jour, les grossistes approvisionnent les 805 officines privées de pharmacie sur toute l'étendue du territoire. La nouvelle PSP, elle, approvisionne le secteur public. L'enjeu, c'est la garantie de l'approvisionnement et l'accès aux médicaments. Face à l'importation massive de médicaments et le phénomène de médicaments de rue, les acteurs du secteur pharmaceutique disent avoir le regard tourné vers l'État pour la mise en œuvre d'une politique attractive de l'industrie pharmaceutique. La réussite de la couverture maladie universelle SEMU devrait en dépendre, car 40 à 54% des paniers de soins de la SEMU sont représentés par des médicaments. Voilà ce qu'on pouvait dire de ce sujet. C'est un reportage signé Cheikh Koné du service économie de la rédaction. On parle également santé dans ce 13h. La Fédération nationale des organisations de santé de Côte d'Ivoire était récemment face à la presse. Il s'agissait d'une réunion d'information qui visait à impliquer davantage les médias dans la sensibilisation des populations sur les enjeux nationaux de la santé. Reportage Pierre Dipomelin dans un commentaire de Issa Chonayo. Selon les statistiques, en 2016, 11,9% des enfants n'ont pu bénéficier d'un vaccin avant l'âge de 1 an.
D'où la nécessité de multiplier les actions de sensibilisation. C'est le sens de cette rencontre d'information avec les journalistes et professionnels des médias, initiée par la FENOSI, Fédération nationale des organisations de santé de Côte d'Ivoire. Nous voulons que la FENOSI soit vraiment le creuset de toutes les ONG. Et les projets, il y en a beaucoup sur la vaccination, sur le paludisme. Nous avons beaucoup de projets et nous aurons le temps d'éclaircir cela. La fêtière des organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la santé a dressé un état des lieux et sollicité l'accompagnement des médias à travers une convention qui va faciliter l'accès des ONG de santé aux médias, notamment les radios de proximité. Nous, à travers nos 131 radios, plus de 131 radios qui existent sur le territoire national, à travers les langues, à travers les magazines que nous réalisons, nous pourrons contribuer à améliorer les conditions de vie des populations à travers la Côte d'Ivoire. Nous n'excluons pas les autres confrères, donc les autres partenaires presse, mais nous voulons, dans une phase pilote, commencer avec la radio de proximité, puisque la force des radios de proximité, c'est que le message part là où nous ne pouvons pas forcément arriver, parce que les messages sont traduits en plusieurs langues nationales. La FENOSI est née en 2012 et compte à ce jour plus de 300 organisations de la société civile qui animent l'écosystème sanitaire ivoirien. Théophile Awandoli a pris part récemment à la 6e édition du colloque international du Forum des inspections générales d'État d'Afrique et institutions assimilées. Alexis Ouedraogo. L'inspecteur général d'État de Côte d'Ivoire était des 22 au 28 octobre dernier en mission à Nouakchott, Mauritanie, puis à Dakar, au Sénégal. À Nouakchott, Théophile Awandoli a pris part au colloque international du Forum des inspections générales d'État d'Afrique et institutions assimilées, FIGE. Autour du thème « La bonne gouvernance et la lutte contre la corruption au service du développement et de la sécurité », le colloque a permis à l'IGE d'inviter les États membres du Forum à la recherche efficace de moyens et stratégies en vue de renforcer le rôle de leur institution en matière de bonne gouvernance. La rencontre, qui en est à sa 6e édition, a vu la tenue de l'Assemblée générale du FIGE. Après la Côte d'Ivoire, c'est désormais la Mauritanie qui tient la présidence de l'institution. La Côte d'Ivoire reste toutefois inscrite comme membre permanent du comité directeur et obtient le poste de direction de l'Institut de formation du Forum. L'une de nos satisfactions est le fonctionnement régulier de notre organisation commune. Nous avons réussi à honorer les différentes échéances. Dans cette même logique, nous avons organisé les 23 et 24 juin 2018 à Abidjan la 8e réunion du comité directeur et un colloque international sur le thème « Quelle inspection générale d'État pour la promotion de la bonne gouvernance en Afrique ». Ces colloques ont permis d'identifier des pistes de réflexion sur les stratégies de lutte contre la corruption, ainsi que les voies et moyens qui devraient permettre aux inspections générales d'État africaines et autres institutions assimilées de mieux contribuer à la promotion de la bonne gouvernance. À Dakar, l'inspecteur général d'État a eu une séance de travail avec son homologue du Sénégal, rencontre qui a porté sur le fonctionnement des deux structures dans les différents pays, moment aussi de partage d'expériences en matière de contrôle interne. On prend la direction du Cameroun où les 79 enfants enlevés lundi dernier dans une école protestante dans la région anglophone du pays ont été libérés. Nous irons ensuite à Madagascar, puis aux États-Unis. Les autorités camerounaises ont annoncé ce mercredi la libération des 79 élèves enlevés lundi dans une école presbytérienne de Bamenda, chef-lieu de la région anglophone du Cameroun. Mais pas de nouvelles pour les 3 membres de l'encadrement de l'établissement enlevés avec eux le même jour. Les conditions dans lesquelles la libération de ces enfants a été obtenue n'ont pas encore été précisées par le gouvernement. La libération de ces écoliers intervient un jour après la prestation de serment de Paul Biya. Environ 10 millions d'électeurs votent ce mercredi à Madagascar pour le premier tour de l'élection présidentielle. 36 candidats sont en lice, parmi eux 4 ex-présidents, 3 anciens ministres, des pasteurs et un artiste chanteur. Une élection test pour le pays régulièrement agité par des crises post-électorales.
Les observateurs nationaux et internationaux espèrent un scrutin crédible et transparent afin d'apporter la légitimité nécessaire aux vainqueurs pour la stabilité du pays. La Chambre des représentants du Congrès américain est passée sous le contrôle des démocrates à l'issue des élections de mi-mandat tenues hier. Le Sénat est resté aux mains des républicains. Le Parti démocrate a pris le contrôle de la Chambre des représentants avec 229 sièges contre 206 pour les républicains. Par contre, les républicains conservent le contrôle du Sénat américain avec 53 sièges contre 43 pour les démocrates. Le président Trump a salué la victoire des démocrates à la Chambre, résultat qualifié par les démocrates de victoire historique pour l'équilibre des pouvoirs. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe rédactionnelle et technique qui m'a aidé à la préparer. Et bonne journée sur la chaîne qui rassemble.